Donc aujourd'hui, on fait la revue pour le cours de 9e année en sciences ici en Ontario. Le code du cours est le SNC1W. Donc on est ici pour faire la revue de tous les sujets de chimie aujourd'hui. Donc voyons voir ce que nous allons utiliser et voir aujourd'hui. Donc la première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est bien sûr les symboles SIMDUT. Les symboles SIMDUT, c'est pour la sécurité en laboratoire et voyons voir ce que nous avons ici. Donc, lorsqu'on regarde, nous avons bien sûr ici, euh, comme deuxième, les produits qui sont flammables. Ça veut dire que, non, on a les flammes, voilà, et donc les objets sont inflammables. Ça, c'est beaucoup mieux. Ce sont des objets qui, en contact avec l'oxygène et une petite étincelle, on a du feu. On a bien sûr ici les matériaux qui, en contact avec l'oxygène, vont créer une combustion. On appelle ça les matières comburantes, donc flamme avec un cercle. Le cercle ici représente l'oxygène. On a bien sûr les matières qui sont explosives. Nous avons ici les gaz qui sont comprimés. Donc, on a ici une bouteille qui nous montre qu'il y a des gaz sous pression. On a aussi des symboles qui se rapportent à la toxicité. On a ici la tête de mort sur deux tibias avec une toxicité aiguë. Ça veut dire qu'il peut y avoir une perte de vie s'il y a une trop grande concentration dans le corps humain. Nous avons ici un danger pour la santé. Donc ça ici, c'est souvent à long terme. Donc, il peut y avoir des difficultés sur certains systèmes, comme le système respiratoire, le cancer ou le système reproductif. On a aussi ici les toxicités qui peuvent être différentes et qui peuvent attaquer différentes parties. Ici, ce sont, comment je pourrais dire ça, des parties du corps, par exemple l'irritation de la peau. Il peut y avoir ici certaines réactions, soit des produits qui réagissent différemment sur différentes personnes, et bien sûr la couche d'ozone qui est une difficulté pour notre planète. On a aussi bien sûr les matériaux qui sont corrosifs, les dangers biologiques, tout ce qui s'appelle virus ou matières qui peuvent être transmissibles. Ça, c'est utilisé pour ceux qui font la recherche, bien sûr. Et ça, c'est un nouveau symbole de 2015 qui n'est pas nécessairement approuvé partout à travers le monde. Et ça ici, c'est que certains produits peuvent être dangereux pour l'environnement. Donc ça, c'est le premier sujet que nous avons aujourd'hui. La prochaine partie ici, ce sont les substances pures. Les substances pures peuvent être divisées en deux parties. Il y a bien sûr les éléments. Les éléments sont tous organisés sur le tableau périodique. Donc, voyons voir si je peux le montrer ici. Voilà. Donc, on a ici le tableau périodique des éléments, avec bien sûr l'hydrogène sur le premier. On a ici au numéro 26 le fer. On a ici le cuivre à 29 et on a l'or à 79. Maintenant, continuons. Lorsqu'on parle des éléments et qu'on est pour prendre une particule simple de cet élément, on a à ce moment-là des atomes. Les atomes, on peut avoir des exemples comme le cuivre et le fer, comme j'ai montré tout à l'heure sur le tableau périodique. Si je fais un regroupement d'atomes qui sont identiques et qui sont indivisibles, comme cuivre et fer, on se retrouve avec un élément. Deuxième partie des substances pures, c'est bien sûr les composés. Les composés, lorsque l'on prend une petite particule seulement, on se retrouve avec une molécule. Donc, si on prend des molécules, on a par exemple l'eau, le dioxyde de carbone, on a même le glucose ici, qui est produit par la photosynthèse. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a plusieurs molécules qui sont semblables, qui sont ensemble, ça forme un composé, comme par exemple un verre d'eau distillé. Et donc, ça, c'est la différence. C'est ce qui définit, bien sûr, les substances pures. Le troisième point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la théorie particulière de la matière. On pense bien sûr à l'évolution du modèle atomique, on a eu quelques chercheurs qui ont mis en place certaines parties qui définissent la matière. Et voyons voir qu'est-ce que c'est. Donc, la théorie particulière de la matière nous dit ceci. Premièrement, toute matière est constituée de matières minuscules, comme on a ici des atomes de cuivre ou de fer ou des molécules d'eau. Chaque substance pure possède son propre type de particules qui diffèrent dépendant de la substance pure que nous avons. Donc ici, on a des éléments, on a des composés
ils ont tous leur composition spécifique et tous étant des substances pures. Les particules ont tendance à s'attirer. Donc, si on prend par exemple, je ne sais pas si j'ai mon tube, je ne l'ai pas ici. J'avais un peu, alors j'ai tout fait mon ménage dernièrement. Donc, si on prend par exemple un métal et que ce métal est solide maintenant, si on est pour augmenter la température, celui-ci devient liquide éventuellement. Et si on augmente la température, celui-ci va devenir un gaz. Donc, si on a de la matière avec aucune énergie, on se retrouve avec des solides. Toute matière devient solide à ce moment-là. Excusez-moi. La troisième, ici, la troisième partie, c'est les particules sont toujours en mouvement. Donc, si on pense maintenant, il fait à peu près 3 degrés Celsius à l'extérieur, les particules sont en mouvement. Il y a des particules d'eau qui sont maintenant liquides. Il y a encore un petit peu de neige si celui-ci est moins de 0 degré. Et bien sûr, il y avait beaucoup de vapeur ce matin parce qu'il y avait beaucoup de brouillard. Ça, ce sont des exemples. Par contre, si on descend les températures, on les descend, les gaz deviennent des liquides, les liquides deviennent des solides, bien sûr, près du zéro absolu. Le cinquième point, c'est que les particules sont toujours en mouvement, on vient de le dire. Le suivant, en général, les particules à haute température se déplacent plus rapidement que les particules à basse température. Et ça, bien sûr, si on prend, une des questions de mon test souvent, c'est si on prend un thé, est-ce que c'est, alors j'ai justement ici un thé pour moi, si les températures sont chaudes, il y a une diffusion plus rapide parce que les molécules d'eau bougent plus rapidement. Si je suis pour faire un thé avec de l'eau froide, ça prend un petit peu plus de temps pour pouvoir avoir une saveur fantastique. Donc ça, c'est les 5 parties de la théorie particulière que je voulais mentionner aujourd'hui. Nous allons parler des propriétés physiques pour commencer. Les propriétés physiques sont divisées en 2 parties. La première sont les propriétés physiques qualitatives. Ça ici, ce sont des propriétés qui sont décrites avec les mots, des adjectifs, par exemple, la couleur de certaines substances ou la texture de certaines substances. Différentes personnes vont avoir différentes interprétations de la matière et de ses propriétés basées sur leur propre expérience. Ici, on peut avoir aussi pas la dureté, mais la texture de certains, alors si c'est rugueux ou non de certaines températures. Surtout lorsqu'on pense aux yeux, le son, si on est pour regarder les boissons gazeuses, on peut entendre ici qu'il y a des changements. Ça peut être aussi, alors on a mentionné le toucher, et il peut y avoir une propriété qui est l'odeur, si on prend les parfums par exemple. Bien sûr, ce sont des propriétés physiques qualitatives parce que c'est spécifique aux différentes personnes. L'autre groupe, ce sont les propriétés physiques qui sont quantitatives. Ceci, par exemple, peut être les températures. Donc, lorsqu'on a des propriétés physiques qui est la température, on les mesure soit en degrés Celsius, en degrés Kelvin ou en degrés Fahrenheit. Si on a la conductivité, on peut mesurer la quantité d'énergie ou d'électrons qui peut passer dans certaines substances. On utilise ceci pour regarder la pureté de l'or si on fait des échanges ici, si on veut vendre des bijoux ou acheter des bijoux, par exemple. Un autre exemple, ce sont les dimensions en centimètres ou en mètres. Ce sont des qualités qui sont mesurables. Bien sûr, on peut utiliser aussi les masses en grammes ou en kilogrammes, les masses volumiques en grammes par centimètre cube. On peut aussi avoir la dureté de certains matériaux. Toujours ici, en pouvant mettre des valeurs mesurables avec l'équipement et avec des unités. Donc ça, c'est ce qui représente des propriétés physiques. Prenons un instant maintenant pour aller voir les propriétés chimiques. Nous allons maintenant regarder les propriétés chimiques. Les propriétés chimiques, ce sont les propriétés que les substances ont à réagir avec d'autres substances. Donc, les exemples ici sont réactions avec l'eau. Donc, s'il y a certaines réactions avec l'eau. On a fait des expériences avec des Alka-Seltzer. Souvent, lorsqu'on les met dans l'eau, il y a création d'une nouvelle matière qui est le gaz à ce moment-là.
On a aussi réaction avec l'oxygène, comme les métaux qui sont en contact. Par exemple, l'aluminium avec l'oxygène fait un oxyde d'aluminium qui est très, très dur. On a aussi la rouille, du fer, bien sûr, malgré le fait que le fer rouille avec l'oxygène en contact de l'eau qui permet d'accélérer la réaction. On a aussi certaines réactions aux acides. Par exemple, lorsqu'on a des maux d'estomac, on peut utiliser des antiacides pour protéger notre estomac, bien sûr, et nous soulager. Bien sûr, les réactions, c'est ce qu'on appelle des propriétés chimiques. Un autre de cela, c'est la combustibilité. Donc, il y a certains matériaux comme le bois ou les combustibles fossiles qui, en présence d'oxygène et un petit peu de chaleur ou une étincelle, vont avoir une réaction, donc vont brûler. Il y a combustion, il y a production de dioxyde de carbone, de l'eau et de la chaleur. Ça, c'est une des propriétés chimiques de la matière. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des changements qui peuvent arriver. Donc, tout à l'heure, on a parlé des propriétés qui sont physiques ici. Lorsqu'on parle de changement physique, c'est lorsque, par exemple, on a de la glace qui va devenir de l'eau ou de la vapeur et qui peut revenir à l'eau et à la glace. Lorsqu'on a ici des changements physiques, on a ce qu'on appelle des changements qui sont réversibles. La composition de la matière ne change pas. Par contre, nous avons ici des changements d'état qui peuvent être remarqués. Maintenant, si on pense aux changements chimiques, voyons voir ce que nous avons ici. Donc, lorsqu'on a des changements qui sont chimiques, nous avons la production de nouvelles matières. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux gaz qui sont créés ou de nouveaux liquides, ou, dépendant si nous avons des précipités, on peut mélanger deux liquides et on a un précipité qui produira donc ici un solide. Il peut y avoir un changement de couleur. Un changement de couleur, par exemple, lorsqu'on a des bâtonnets de couleur, lorsqu'on a des fêtes, on a ici une réaction chimique qui change la couleur. On a aussi des changements qui peuvent changer la température. Donc, si on a un changement de température, ça veut dire qu'on a un changement qui est chimique. Par exemple, si vous faites un gâteau ou des crêpes, vous avez bien sûr tous les ingrédients qui sont mis ensemble et mélangés. Lorsqu'on les fait cuire, il y a absorption de la chaleur pour faire de nouvelles substances. Une fois que les crêpes sont faites, on ne peut pas retourner aux ingrédients initiaux que nous avions au début. Voilà. Donc, les changements chimiques, c'est lorsqu'on a de nouvelles substances. Et un mot qui est utile ici, c'est une réaction qui est irréversible. Merci. Irréversible, comme cela. Donc, ça, c'est ce qui représente et qui met en aspect les propriétés chimiques et physiques et les changements chimiques et physiques. Prochaine section, voyons voir, nous allons discuter de la structure de l'atome dans un instant. La prochaine section que nous allons regarder, c'est rapidement l'évolution du modèle atomique ainsi que comment est-ce que nous avons maintenant les modèles de Bohr-Rutherford pour expliquer la structure interne des atomes. Alors, voyons voir. Lorsqu'on pense au modèle atomique, il faut penser qu'on peut reculer des siècles dans le passé pour différentes interprétations, à savoir ce qu'est la matière. Éventuellement, dans les années 1800, je pense que c'est 1802 ou quelque chose comme ça, voyons voir si je peux trouver Dalton, 1808, donc ça fait plus de 200 ans, il s'est dit que différentes matières est faites de différentes particules qui sont identiques. Donc, on a des particules, par exemple, d'eau, des particules d'or, parce qu'on savait que différentes matières étaient différentes, avaient différentes masses. Maintenant, je sais que ceci est plutôt eurocentrique. On est ici au Canada, c'est un peu ce que nous avons. Si vous regardez sur ma chaîne, j'ai quelques vidéos sur l'historique ou l'histoire du modèle atomique qui va de quelques milliers d'années même. Donc, c'est intéressant. Donc, Dalton nous dit que la matière est faite de différentes particules. On a eu ici Thomson qui, avec ses expériences avec l'électricité, ont montré que les particules sont neutres, comme Dalton. Par contre, il y a à l'intérieur des particules qui seraient positifs des petits points qui sont négatifs. Donc, autant de positifs que de négatifs pour avoir des particules neutres. Maintenant, ça ici a été évalué avec Rutherford qui s'est dit
avec son expérience avec les petites couches d'or ainsi que des particules, il a remarqué qu'il y a de la matière solide, mais qu'il y a de l'espace vide entre les particules. C'est là qu'il a mis en place qu'il y avait des noyaux denses qui sont positifs et qu'on a des électrons négatifs tout autour. Ceci fonctionnait bien avec ce qu'on savait du temps, parce qu'on savait qu'il y avait une masse qu'il a mis dans le noyau. On savait aussi qu'il y avait des électrons, comme ici nous avions avec Thomson, qui sont présents dans la matière, qui peuvent bouger ici pour faire conduire l'électricité. Maintenant, Bohr, qui était l'élève de Rutherford, a remarqué que différents électrons ne sont pas partout autour du noyau, mais ont des endroits spécifiques où ils sont. Donc ici, on a une charge positive qui est dans le noyau avec la majorité de la masse, et on a ici des électrons qui ont des niveaux spécifiques, et ça nous a mené avec la version qu'on a plus ou moins maintenant au 21e siècle, voilà, où on a le noyau avec des neutrons. Le fait d'avoir des protons et des neutrons dans le noyau nous donne l'identité des atomes avec le nombre de protons, mais le nombre de neutrons ici nous donne différentes masses de même type d'éléments. Et ça donne aspect un peu aux découvertes des isotopes. Donc, un isotope ici, on a 2 protons. Donc, ça ici, on a l'hélium, mais il pourrait y avoir 2 neutrons. Il pourrait y avoir un neutron de plus possiblement. Et donc, la masse de cet atome serait plus grande. Donc, on a des masses volumiques qui peuvent varier du même type d'éléments. Ça, c'est en grande ligne l'historique du modèle atomique. La prochaine chose que je veux mentionner ici, ce sont 2 modèles de Bohr-Rutherford, ici du lithium. Si on prend le lithium ici avec un numéro atomique de 7 et un numéro atomique de 3 et une masse atomique de 7, ça nous donne 3 protons ici. 7 moins 3 nous donne 4 neutrons. Et puisqu'il y a 3 protons, il y a ici 3 électrons qui sont autour ici du noyau. 2 électrons sur le premier niveau et 1 électron sur le deuxième niveau ici. J'ai fait aussi le fluor. Si on a le fluor ici, on peut voir qu'il y a numéro atomique de 9 et une masse atomique de 19. Ça veut dire qu'il y a 9 protons. 19 moins 9 nous donne 10 neutrons ici. Et puisqu'il y a 9 positifs, on a donc 9 négatifs. 2 électrons sur le premier niveau ici et 7 sur le niveau suivant. Ça, c'est ce qu'on appelle les diagrammes de Bohr et Rutherford. Très bien. Maintenant, si on regarde un petit peu notre tableau périodique, il y a certaines choses qui sont utiles ici. Donc, si on regarde le tableau périodique, on peut voir qu'il y a l'hydrogène et l'hélium sur le premier niveau. Et ça nous rappelle qu'il y a 2 électrons sur le premier niveau d'énergie où il y a des électrons dans les diagrammes de Bohr-Rutherford. On a ici la deuxième période avec ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éléments. Ça nous rappelle que sur le deuxième niveau d'énergie, il y a 8 électrons qui peuvent être présents. On a ici sur la troisième période, donc une période ici, c'est une rangée. On a ici 8 électrons sur le troisième niveau et en 9e année, on arrête au calcium parce que ça suit un peu le même patron. Un petit peu plus loin, ça change un peu, mais tout de même, ça nous donne des bonnes informations. Donc, si on prend le calcium ici et qu'on regarde l'information, ça ici, le numéro 20, ça c'est le nombre de protons qui nous est donné. Et ici, le numéro, c'est 20 qui représente le numéro atomique. Sur le tableau périodique, si on regarde, on a 1, 2, tous les éléments ont leur propre numéro atomique qui augmente de 1 jusqu'à 118 et qui augmente de droite à gauche et de gauche à droite, voilà, et qui augmente de haut en bas, ici. Si on reprend le calcium, le 20 ici est notre numéro atomique. Maintenant, si on se rappelle où vont les électrons, il y a 2 électrons sur le premier niveau, 8 sur le deuxième, 8 sur le troisième et 2 sur le niveau suivant. Et si on fait l'addition, on se retrouve avec 20 électrons aussi. Nous avons ici en bas 40,078. Ça ici, ça représente la masse atomique. La masse atomique, ça ici, c'est la masse de tous les isotopes de cet élément basés sur leur proportion. Donc
Donc, moi, si je veux savoir combien de neutrons il y a dans le noyau, la meilleure chose, on regarde le nombre de masses. Donc, on prend ici 40,078, on l'arrondit à 40 ici. Donc, si j'ai un nombre de masses de 40, 40 moins 20 nous donne 20. Mais ce n'est pas toujours 2 fois plus. Si on prend le néobium comme ceci, on a ici un numéro atomique de 41. Ça veut dire qu'il y a 41 protons. Et combien de neutrons il y a? On arrondit ici notre masse atomique qui est de 92,9. On l'arrondit à 93. Ça veut dire que 93 moins 41, ça nous donne 52 neutrons pour cet atome ici. Donc ça explique un peu qu'est-ce que c'est ici. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a on appelle les rangées de notre tableau périodique des périodes, les colonnes, les colonnes comme ici, lithium, sodium, potassium, rubidium, francium et ici. On a ici des colonnes qu'on appelle des groupes. Donc ici, on a le premier groupe, on a le deuxième groupe qui est ici. On a même le 18e groupe qui est l'hélium, néon et argon, qui est ici la dernière colonne. Si on remarque qu'ils ont, les colonnes ont souvent leur propre couleur et ils ont leur propre nom. Donc, si je prends les métaux alcalins, les métaux alcalins ici, voilà. Donc, on peut voir que c'est la première colonne. Les métaux alcalins ont des propriétés qui sont similaires car ils ont tous un électron sur leur couche de valence, ce qui permet d'avoir des atomes qui ont des réactions similaires. On a tendance à avoir des solides à la température de la pièce, un peu des familles des sels, bien sûr. Ils peuvent se dissoudre dans l'eau. Ils peuvent conduire l'électricité lorsqu'ils dissous dans l'eau. On a tendance ici à avoir des formes cristallines, bien sûr, et donc ça, c'est intéressant. Et ils ont des températures de fusion assez hautes. Si on prend l'autre groupe qui est les métaux alcalino-terreux, on a ici des métaux qui ont tous 2 électrons sur le dernier niveau, qui ont des propriétés semblables, qui ont tendance ici à être pas aussi mous, un petit peu plus durs que les métaux alcalins, qui sont solides à température de la pièce et qui, voyons voir, j'oublie d'autres caractéristiques ici. Il s'agira de voir si vous pouvez regarder vous-même. Un autre groupe qu'on a, ce sont les gaz nobles ici. Les gaz nobles ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un numéro atomique, le même nombre de protons que d'électrons. Ça veut dire qu'ils sont neutres, ils ne cherchent pas à avoir ou recevoir ou donner. Non, c'est la même chose. De donner ou recevoir, voilà, des électrons. Et leur couche de valence est pleine. Ce qui fait que ce sont tous, ils ont tendance à être des gaz à température de la pièce et ne réagissent pas beaucoup avec leur environnement. Ce sont d'excellents isolants aussi. On a ici les non-métaux. Parmi les non-métaux, il y a ce qu'on appelle les halogènes, qui sont le fluor, chlore, brome et iode. Ce sont ceux que j'utilise dans la classe en 9e. Ça ici, ce sont tous des non-métaux. Les non-métaux, ce sont des atomes qui vont recevoir un électron ici pour les halogènes pour avoir une couche de valence qui est pleine, comme ici les non-métaux. Ce qui est intéressant avec les non-métaux ici, c'est qu'ils veulent tous recevoir des électrons pour avoir leur couche de valence qui est pleine. Si on prend les métaux comme ceci, les métaux sont tous des éléments dont les atomes ont tous des électrons disponibles à être donnés, ce qui fait que lorsqu'on a des composés chimiques, on a des métaux ici, des métaux et non-métaux qui vont ensemble, bien sûr, comme cela, ce qui nous permet d'avoir des matières intéressantes. Donc ça résume un peu les grandes familles, le tableau périodique. Une autre chose intéressante, c'est les rayons. Donc si on est pour prendre, par exemple, le lithium, qui a 3 électrons de valence, donc si on regarde ici, 2 électrons sur le premier niveau et 1 sur le deuxième, et qu'on regarde ici le sodium, chaque fois qu'on descend, on peut voir qu'il y a de plus en plus d'électrons. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus d'électrons et on ajoute toujours une nouvelle couche pour mettre des électrons. Donc, plus on va de haut en bas, plus les rayons augmentent. Et chose intéressante, lorsqu'on passe de gauche à droite, nous avons ici
un deuxième niveau d'énergie avec ici 2 électrons, 3 électrons, 4 électrons et 5 électrons. Ça veut dire que puisque le numéro atomique augmente, il y a de plus en plus de charges positives dans le noyau qui attirent les électrons qui sont autour de ceux-ci. Ça veut dire que le rayon de ces atomes ont tendance à diminuer de gauche à droite. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de donner un peu les formes des différents cristaux et différents solides de différentes matières. Et ça devient intéressant. Donc ça nous donne la chance d'avoir révisé notre tableau périodique. Donc, voyons voir quel est le sujet suivant. Nous allons prendre maintenant quelques moments pour réviser qu'est-ce que c'est un ion et qu'est-ce que c'est un cation et un anion. Donc, voyons voir. Si nous regardons, je vais aller de ce côté-ci, si nous regardons ici les diagrammes de Rutherford du lithium, nous pouvons voir qu'il y a ici 3 protons et 3 électrons qui sont organisés autour de ceux-ci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que si on regarde le fluor, on a 9 protons et il y a 9 électrons qui sont organisés de plusieurs façons. Maintenant, on sait que les atomes veulent 2 choses en particulier. Ils veulent le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons comme ceci, et ils veulent une couche de valence. De valence pleine comme cela. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si nous avons le lithium ici qui a 3 protons et 3 électrons, ici nous avons un électron qui, on a le même nombre de protons que d'électrons. Par contre, si on regarde ici le dernier niveau, on a une couche de valence où il y a un électron, celui-ci aimerait en avoir 7. Alors, qu'est-ce qu'il peut arriver? C'est qu'il y a le lithium qui dira « Je suis prêt à partager un de mes électrons. » Comme ça, je me retrouve avec ici un atome de lithium qui a 3 protons et 2 électrons. Ça veut dire qu'il y a une charge résultante ici de positif 1. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un ion positif. On peut aussi les appeler des cations. Si on prend le fluor ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici le même nombre de protons que d'électrons. Par contre, si on regarde la couche de valence ici, pour être pleine, on pourrait éliminer 7 électrons ou on pourrait ajouter un électron ici qui nous permettrait d'avoir 8 électrons de valence ici. Alors ici, le fluor, qu'est-ce qu'il fera? C'est que le plus facile, c'est d'accepter un électron. Et lorsqu'on aura cet électron qui arrive, on a ici 9 protons et 10 électrons. Ça veut dire qu'on a une charge qui est globale, qui sera une charge résultante négatif 1. Maintenant, ça ici, on appelle ça un ion négatif. Un autre mot, c'est un anion. Maintenant, ça devient intéressant parce qu'il y a des composés qui peuvent être faits. Parce que maintenant que nous savons qu'il y a, à partir de ces 2 buts, même nombre de protons que d'électrons et que la couche de valence soit pleine, voilà, on a la possibilité d'organiser et de joindre des atomes ensemble pour former des molécules. Donc, voyons voir comment est-ce que ça peut se faire. Nous avons ici le lithium qui avait un électron ici qui est prêt à le laisser aller, et nous avons le fluor ici qui veut avoir un électron. Ça veut dire qu'on peut avoir un atome de lithium qui donne un électron, un atome de fluor qui reçoit un électron, et on a donc quelque chose qui s'appelle le fluorure de lithium, qui est un nouveau composé qui est stable parce qu'on a maintenant ensemble 2 atomes qui ont maintenant le même nombre de protons que d'électrons à un moment donné, la couche de valence qui est pleine, mais puisque les électrons vont à la vitesse de la lumière, on a les électrons qui vont aller du lithium au fluor, et aussitôt que ça s'est fait, le lithium va dire « Oh, je t'ai donné un électron, maintenant je veux que tu me le redonnes », et il y a des électrons qui vont être transférés d'atomes à d'autres. Ce type ici de matière, qui est une nouvelle matière, une substance pure, parce que c'est fait du même type de particules, on appelle ceci des composés
ioniques et la relation entre ces éléments, on les appelle des, voyons voir, on appelle ça des liaisons ioniques. Donc, je vais les écrire pour vous. Alors, on a ça ici. Composés ioniques et liaisons comme ceci, comme cela. Je sais que notre tableau devient de plus en plus occupé, mais on a une excellente revue ici pour l'examen. En passant, s'il y a des personnes qui ont des questions de clarification, n'oubliez pas de les mettre dans la section clavardage. Je réponds toujours à vos questions pour améliorer bien sûr ce que vous savez. De plus, allez voir sur la chaîne, il y a plein de vidéos sur le sujet de la chimie, bien sûr, pour être prêt pour l'examen de 9e année en Ontario. Maintenant, composés ioniques et liaisons ioniques. Pourquoi est-ce que c'est ionique? Parce qu'ils sont faits d'ions, d'ions positifs et d'ions négatifs. Et il y a un transfert d'électrons. Maintenant, ça c'est le premier groupe. Le deuxième, il arrive qu'il y a, par exemple, ici, un atome de fluor qui, lui, a le même nombre de protons que d'électrons, qui sera associé à un autre atome de fluor qui a ici 9 protons et 9 électrons. Maintenant, puisque les deux ici ont le même nombre de protons que d'électrons, ça va. Mais eux veulent aussi avoir des couches de valence qui sont pleines. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous allons avoir, je vais prendre ceci et je vais le mettre là. Donc, si on regarde chacun des atomes ici de fluor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le dernier niveau d'énergie, sur la couche de valence, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ici. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est que les deux ici vont partager des électrons. Comme ceci. Celui va en partager comme cela. Et le suivant va en partager un aussi, comme cela. Alors, le but ici, c'est qu'on a des fois où les atomes vont décider de partager les électrons. Et la raison pourquoi ils vont partager, c'est qu'on a des atomes qui veulent tous avoir des électrons. Donc ici, on a des non-métaux. Et donc, lorsque cet atome de fluor aura accepté l'électron de l'autre ici, nous allons avoir, si on regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons sur le dernier niveau, qui est fantastique. Maintenant, ils sont partagés. Donc, puisqu'on a un électron qui est partagé, il sera partagé de l'autre côté aussi. Donc, si on regarde, il y aura un moment où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons qui permettra d'avoir pour cet atome le même nombre de protons que d'électrons et une couche de valence pleine. Et donc, puisque les électrons vont à une vitesse de la lumière, on a des électrons qui vont se promener comme ceci et vont nous donner des composés qui sont stables par le partage des électrons. Ce type de composés, on va les appeler, je vais enlever cela, on les appelle des composés moléculaires. Composés moléculaires et des liaisons covalentes. Très bien. Donc, un composé moléculaire est un composé fait de particules avec un rapport spécifique qui est une substance pure. La relation entre ces non-métaux ici seront qu'il y a un partage d'électrons et ce partage, cette relation, on appelle ça une liaison covalente. Maintenant, il y a différents endroits où on va avoir une nomenclature qui se change. J'ai déjà vu composés moléculaires ou composés ioniques. Et à d'autres endroits, des liaisons covalentes et des liaisons moléculaires. Mais en gros, lorsqu'on a ceci, c'est qu'il y a un partage d'électrons. Ça veut dire que lorsqu'on a de la matière pure et qu'on parle de composés, on a ici des regroupements d'atomes en proportions spécifiques qui donnent des nouvelles matières avec des propriétés physiques et chimiques, bien sûr.
Et donc ça, c'est la prochaine chose que je voulais mentionner. On a parlé de composés, d'ions, liaisons, fantastique. La dernière chose qui nous reste à dire, c'est de parler de nomenclature. Donc, je vais prendre un instant, je vais prendre quelques notes ici au tableau et je reviens avec ce sujet. Alors, nous allons regarder maintenant la nomenclature de composés ioniques et moléculaires. Donc, commençons par la nomenclature des composés ioniques. Donc, lorsqu'on a un composé ionique, il faut garder en tête qu'on a toujours un métal et un non-métal. Le fluor et le lithium. Et on a ici oxygène et magnésium. Et on a le sodium et l'oxygène. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on mentionne toujours l'anion en commençant. Donc ici, on a les non-métaux en premier de métal. Fluorure de lithium. Oxyde de magnésium, oxyde de sodium. Ça veut dire que si on regarde notre tableau périodique ici, on parle toujours des non-métaux pour commencer. Oups! Les non-métaux ici pour commencer. Et ils ont tous des mots avec la terminaison en ure, sauf l'oxygène. Voyons voir. On a ici le fluorure, le chlorure, le bromure, l'iodure, le sulfure, le phosphore. Ici, on a le nitrure et ici le carbure. Maintenant, le seul qui est différent ici, c'est l'oxygène et on dit l'oxyde. Donc, on va parler ici du non-métal, suivi du petit mot de, et on va indiquer les métaux tout de suite après. Les métaux ici. Donc, ici, il y a une chose en particulier, il faut aussi regarder combien de chacun il y a. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut. La deuxième chose à regarder. Donc ici, si nous avons le fluorure de lithium, nous savons que le lithium a une charge positive et le fluor a une charge négative. Donc ici, ce qu'il faudra faire, il faudra faire un chassé-croisé pour voir combien de chacun il y a. Et puisqu'il y a un pour les deux ici, il se simplifie un peu comme les maths. Et nous aurons Li. Si on prend l'oxyde de magnésium comme ceci, on a l'oxygène en premier et le magnésium en deuxième. On regarde les charges ioniques. On va faire un chassé-croisé. Et puisque nous avons ici les deux mêmes indices, on les simplifie. Et nous aurons ici l'oxyde de magnésium MgO comme cela. Maintenant, pour l'oxyde de sodium, c'est un peu différent. Voyons voir. On a ici une charge positive pour le sodium et l'oxygène une charge de 2-. Lorsqu'on fait le chassé-croisé, comme ceci, on se retrouve avec Na2O, Na2O comme cela. On enlève les charges positives et négatives et on garde seulement les nombres entiers ici. Donc, on a ici besoin de 2 sodium pour 1 oxygène. Et ça, c'est important parce que si on regarde, on a ici chacune des charges de sodium qui est positive. Donc, 2 fois positif 1 donne positif 2. Et on a ici l'oxygène qui est 2 négatif. Donc, ensemble font une particule qui est neutre. Ça, c'est fantastique. Maintenant, je sais que lorsqu'on va arriver en 10e, nous allons avoir des composés qui peuvent avoir des métaux avec plusieurs charges. Et à ce moment-là, on aura besoin de la notation de stock. Ça peut faire partie de notre vidéo, mais j'ai déjà une vidéo sur la chaîne pour faire cela. On appelle ça ici notation de stock, comme ceci. Si vous avez des questions spécifiques, dites-le moi et j'en ferai une autre vidéo. Ça, on l'apprend en 10e année. Maintenant, on a maintenant travaillé avec les composés ioniques. Voyons voir qu'est-ce qui arrive si nous avons des composés moléculaires. Donc ici, ce qui est intéressant,
c'est qu'on a, de ce côté-ci, donc si on regarde, on a les mêmes types de mots qui ont les mêmes terminaisons avec les anions. On a ici l'oxygène qui devient oxyde, on a le chlore qui devient le chlorure, et on a bien sûr le fluor qui deviendra fluorure, le phosphore qui deviendra phosphure. Maintenant, ce qui est différent ici, c'est qu'on a des préfixes qui sont utiles. Donc, si on regarde ici, on a le dioxyde de carbone. S'il y a un di ici, ça veut dire qu'il y en a deux. Voilà. Si on a ici un pentachlorure, penta, pensez à la géométrie ici en mathématiques. Pentan veut dire 5, tri veut dire 3, di veut dire. Un autre qu'on peut aussi dire, c'est par exemple le monoxyde de carbone. Si on a le monoxyde de carbone, le mono veut dire 1. Donc ça, c'est un indice précis. On a ici, bien sûr, l'anion. On a un petit mot de qui existe toujours. Et on a ici l'autre élément. Pour le deuxième, s'il y en a seulement un, on ne met pas le mono ici. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous avons. On a un dioxyde de carbone. On indique ici le plus. Alors ici, dioxyde est le beaucoup plus. Alors, si on regarde notre tableau périodique, on a l'oxygène qui est plus à droite du carbone ici. Tout à l'heure, on aura ici le pentachlorure de phosphore. On a le chlore qui est ici plus à droite que le phosphore et vous allez voir pourquoi c'est important. Voilà. Si on a le monoxyde de carbone, mono veut dire qu'il y a un oxygène. On aura monoxyde, un oxygène, de carbone, un carbone. Si nous avons un pentachlorure de phosphore, on a ici le phosphore, qu'il y en a un ici seulement, et il y a 5 chlorures ici, PCl5. Si on a un trioxyde de diazote, on a ici l'azote, l'oxygène, 2 azotes et 3 oxygènes. Parce que dans les composés moléculaires, il y a un partage d'électrons, c'est très difficile de savoir combien de chacun il y a. Donc, c'est important de dire le nom au complet. En ce qui concerne ici les composés ioniques, on a ici un transfert d'électrons. On a seulement de savoir combien, on a besoin de savoir la charge des ions de façon à ce qu'on puisse les stabiliser pour avoir des particules neutres. Et ça, c'est le dernier sujet pour la revue de l'examen pour la 9e année SNC 1W.